Salut à tous pour un nouvel épisode de des personnes qui aiment la littérature et puis bon, on va pas se prendre au sérieux, hein, on lit pas ni du Molière, ni du Racine, ni du Corneille, pas Corneille le chanteur parce qu'on parle du Corneille, de Corneille l'écrivain. Mais bon, je suis en compagnie de Takakura qui s'éclaircit la voix. Bonjour. Voilà. Et donc, nous allons faire la suite et fin du conte L'être ou ne le pas l'être. Alors ici, nous sommes en compagnie d'un des personnages de l'épisode. Alors la poule, es-tu aussi méchante en réalité? Ouais, oui, je suis jamais méchante, moi. Ouais, Oui, ouais, pourquoi on m'accuse? Bande d'esclaves. oui, parce que bon, c'est Carole en fait. Vous faites que l'acteur. Mais oui, je suis gentil. Ouais, sinon, Faut te payer aussi. exactement, je suis une star. Moi, j'apprécie mon rôle, hein, moi, tu sais, je suis une star internationale. Bon, là, je dois jouer le rôle d'un débile, bon, bah tant pis, hein. Oui, je présume que vous aurez préféré faire le rôle de Michael. Ah bah oui, c'est sûr. Bon, enfin, c'est un avorton, lui. C'est un petit capricieux avorton, là, il me casse les burnes. Oui, bon, on va commencer, sinon après vous allez commencer à parler pendant des heures la poule. Bon, d'accord. Hein? C'est qui elle? C'est pas la poule qui va parler. Bon, allez, on va commencer quand même parce que bon, on va pas vous laisser sur votre faim plus longtemps. Voici le dénouement de cette histoire, de cette petite vengeance posthume. Enfin, posthume, qu'est-ce que je raconte? Cette petite vengeance pour qu'on a écrite pour une personne qu'on a connue il y a quelques années qui a subi tout ça. Donc on s'est vengé. Enfin, en écriture, parce qu'on l'a pas fait en vrai. Mais bon, enfin, on va pas raconter notre vie. Allons-y. C'est parti pour la suite et fin de L'être uni les palettes. Bonne écoute. Mince est le fil de la réalité. Un grain de folie, puis un autre qui suit. Ça commence à peser sur la perche de la réalité. Mais si les chimères prenaient corps, si on leur donnait vie? Et si? Et si? Les événements à la vitesse où ils s'étaient déroulés, ce fut du supersonique. La communauté écolière commérée. Les pédagogues, malgré leur passivité pendant les manifestations, se ziotaient à la recherche d'un coupable. Certains accusaient les parents. Bien sûr, les procréateurs condamnaient le lycée et ses dirigeants. Il y avait eu un immense coup de pied dans la ruche, et maintenant ça s'agitait sérieusement. Ils voulaient qu'une tête tombe. Ils voulaient un visage à brandir au bout d'une pique pour que tout le monde puisse voir un coupable. Après des dizaines de concertations, il y avait 3 camps. Celui du père de la victime, le pauvre grand garçon, battu pour rien. La famille voulait porter plainte. Ensuite, l'école qui, prise entre deux feux, tentait la médiation. Et enfin, Michael et les siens. Du moins, si on pouvait voir ça comme ça. Le garçonnet avait tenté de se défendre, mais c'était sans compter sur un monsieur le duc qui enfonçait bien le clou. Il racontait les faits du petit déjeuner, qu'il ne savait plus quoi faire, que si la situation continuait, bla bla bla. Tout un flot de paroles pour éviter sa noyade. En partie, les choses s'étaient un peu arrangées pour tout le monde. Les acteurs avaient tous obtenu gain de cause. Le papa de Né-Porcin voulait bien laisser tomber si le morveux avait ce qu'il méritait. L'établissement scolaire en sortirait en s'accordant aux conditions du plaintif. Et les Leduc acceptèrent car rien ne les accablait. Alors, profil bas. Le verdict fut celui-ci. Michael évitait l'exclusion, mais il devrait terminer l'année scolaire sans temps libre. Toute absence de professeur, tout ce qui pouvait ressembler à des minutes de perdu, il devrait les passer en colle. De plus, il devrait consulter un psychiatre pour évaluer l'état de santé du coupable, s'il s'avérait dangereux pour l'avenir, ou alors si c'était juste une phase. Ainsi s'était passée la journée de l'ascenseur, qu'on n'oublierait jamais dans la contrée de cette ville. Michael et ses parents étaient rentrés, silencieux, en colère et honteux. Le gamin n'avait dit qu'un mot dans sa solitude. Ça devait arriver. Aujourd'hui, Que va-t-il se passer?
et s'allongea dans le lit, la couverture sur la tête, pour disparaître dans un autre monde. On entendit encore un dernier murmure avant que le silence ne tombât. Oui, je sais, Rachel. Tu seras toujours là pour moi. Merci. Puis, comme un chuchotement dit à l'oreille, Moi aussi, je t'aime. ainsi s'était passée la journée qu'on n'oublierait jamais, celle qu'on nommerait le jour de l'ascenseur. Le docteur Umana, psychiatre de son état, était un homme très occupé. C'est pour cette raison qu'il avait préféré recevoir Michael dans son cabinet à l'hôpital. Il n'avait que du temps pour ses recherches. Il n'avait pas de vie privée. On aurait pu croire qu'il était lui-même patient à force de le voir déambuler dans les couloirs de son établissement. Les occupants des lieux étaient son travail. Il disséquait le comportement humain. Il voulait comprendre pourquoi un homme pouvait tomber dans un abîme de folie. Tout ce qui était dépression et petite misère de la vie ne l'intéressait pas. Lui était passionné par le lourd, psychopathe, dédoublement de la personnalité. Il aurait voulu aimer coucher sur son divan des Norman Bates et des Hannibal Lecter. Parfois, la police lui demandait un coup de main. À contre-cœur, il s'exécutait. En tant qu'expert, la justice lui demandait d'évaluer si un détenu simulait pour échapper aux barreaux, et son œil de lynx ne Alors, ratait rien. pourquoi avait-il accepté une consultation avec un petit garçon? En lisant le dossier fait à son sujet, il s'était dit qu'une telle violence et une force aussi surprenante sur un adversaire de 2 têtes de plus que lui et d'une vingtaine de kilos ne pouvait être qu'intéressante. Et qui sait, peut-être serait-il le bouquin qu'il rêvait d'écrire? Assis, les jambes croisées, Michael attendait que le docteur en termine avec ses parents. Il avait voulu d'abord s'entretenir avec eux. Qu'est-ce qu'il pouvait bien raconter? Le jeune adolescent s'en foutait. D'ailleurs, vivre dans cet hôpital ne devait pas être pire que l'endroit qui aurait dû être son foyer. Oh, t'aimes la mayonnaise? Une grosse voix gourmande venait de s'adresser à lui. Moi, j'aime ça. J'en mets dans tout. La bouche qui parlait était une grosse fille d'à peu près son âge. Se léchant les lèvres, elle reprit. Dans les frites, rien de tel qu'un sandwich à la mayo. Et dans la glace, t'as déjà essayé? Michael n'eut pas le temps de répondre. Laisse-la tranquille avec ta bouffe. Le garçon en face de lui sourit. Bah, écoute pas, je m'appelle Georges. Et je te présente la couineuse. Michael salua de la tête le premier et se tourna vers la droguée d'Amora pour en faire de même. La grosse fille riposta. Mais ce n'est pas moi la cuineuse, je m'appelle Odile. Le garçon à lunettes resta interloqué. J'ai du mal à comprendre. C'est qui la cuineuse? Il entendit une voix fort aiguë qui paraissait vexée. Oh, c'est moi la cuineuse! Est-ce que je ressemble à cette grosse vache? Michael se tourna brusquement sur Georges. Il vit que la main de celui-ci formait une tête en mâchoire. La voix que le garçon avait prise et sa menotte étaient tellement coordonnées qu'on aurait pu croire que la créature était réelle. La bestiole continua. Voilà! T'as pas de nom? T'es venu voir le charlatan? La main se tourna vers son ventriloque. Aujourd'hui, on
Oh, je vais avec le docteur. Oh, je vais au docteur. Oh, c'est pareil, tu sais. Georges Vaudevin lui-même. Non, Tu sais bien que le docteur a dit ce qu'il ferait si tu l'embêtes. la cuneuse, narquoise, rétorqua. Oh, oh, que des paroles! J'aimerais bien voir ça! Chanta-t-elle, encore plus en hauteur vocalement. On verra ça d'ici peu, cunaise. Le rire s'arrêta. Ne l'écoutez pas, docteur. Vous savez qu'elle ne pense pas ce qu'elle dit. L'homme de science fixa la main. Georges, je t'ai déjà dit en séance de laisser la cuinasse t'exprimer. D'ailleurs, je sais très bien qu'elle aimerait m'avoir comme Jojo. Sans attendre de réponse, Oumano se tourna vers Michael. À nous deux, jeune homme. Tout en se levant, avant de pénétrer dans la pièce, il entendit la main parlant une dernière fois. Oh, oh, oh. Ne te fie pas à l'homme qui ne croit pas en notre existence. Michael visita des yeux le cabinet du psychiatre. La pièce était meublée avec goût, des meubles en chêne massif. Michael se demanda qui avait pu les rentrer, car vu leur taille et leur poids, c'était sans doute un géant. Le docteur devait connaître un géant. Alors, Michael, je n'ai pas besoin de t'expliquer la raison de ta présence. Celui-ci fut ramené de ses songes. Oui, je sais. Le gamin regardait un point dans le vide, sans doute pour ne pas croiser les rétines de son interlocuteur. Il reprit. On m'accuse de m'être défendu. Il aurait mieux valu que je me laisse faire. En plus, personne n'a voulu écouter ma version. Le médecin saisit la perche. Moi, je suis prêt à t'écouter. L'adolescent regarda à nouveau l'immense bibliothèque. Celle-ci était remplie d'une collection importante de livres sur la folie. Un livre en 2 tomes l'intéressa. Le premier, c'était « Au Moyen-Âge, on les brûlait ». Le second, « Aujourd'hui, on les met au courant ». Votre bibliothèque est énorme. Oumana regarda son meuble. Oui, je puise beaucoup de mes idées dans ces bouquins. En parlant de force, comment as-tu fait pour mettre dans cet état l'autre garçon? Lui aussi, comparé à toi, il était immense. Michael, J'ai que ça le néant. coup de chance. Ou alors, je suis plus fort qu'on veut bien le croire. Sinon, Vous connaissez David et Goliath? Le docteur sourit de sa vivacité d'esprit. Il tenait sans doute un morceau. Tu veux me dire que tu l'as rusé? Pourquoi pas? Tu n'as pas beaucoup d'amis. Et à la maison, ça se passe comment? le garçon se sentit plus touché qu'il ne le devrait. Ça se passe, c'est tout. L'homme insista. Ce n'est pas vraiment une réponse. Il te mène la vie digne, te mène une vie d'enfer. Qui? Michael voulait jouer l'imbécile. De nos jours, qui peut dire Qu'il vit dans un rêve? Je peux répondre à tes 2 opinions. La première, c'est ton beau-père qui t'en fait voir des vertes et des pas mûres. Et la deuxième, ton frère n'a pas l'air malheureux. Moi, j'ai réussi, je n'ai pas à me plaindre. Le garçonnet mit quelques instants à répondre. Comment savez-vous que Jean-Claude me malmène et que Chris est heureux? Et enfin, Ton mot pour vous, Isabelle? C'est simple. J'ai écouté ton tuteur. La façon dont il parlait de toi, la façon dont il te comprenait, la façon dont il te comparait à ton frère. Je comprends que tu puisses en vouloir à la terre de tout ce manque. Michael interrompit. Le bouillon de rage fumait quand on parlait de sa vie. Vous ne comprenez rien du tout. Vous ne savez rien. Le garçonnet comprit son erreur et il se tut. Oumana reprit. Il m'a dit aussi que tu n'avais pas d'amis.
que tu t'étais inventé un compagnon imaginaire. Le garçonnet, après quelques secondes de réflexion, répondit. Comme vous venez de le dire, Jean-Claude me mène la vie dure. Alors pourquoi s'inventerait-il pas tout ça? En plus, je ne vois pas ce qu'il y aurait de mal à avoir un Compagnon imaginaire? Le docteur nota des mots dans son cahier. Oh, rien de mal. Dis-moi, dans sa petite enfance, tout le monde s'en invente un. Par contre, à la préadolescence, ça peut être inquiétant. Pourquoi cela? Parce que les hormones sexuelles commencent à travailler, la libido est en éveil, on cherche plus à avoir une petite amie et à parler de cette petite amie à ses copains. Quel est le rapport avec l'imagination? Le rapport, c'est que l'imagination voyage un peu plus bas que l'esprit. Dans le cas où tu aurais un ami imaginaire, ça pourrait être les symptômes d'une schizophrénie ou d'une petite psychose. Oumana voulut passer à la vitesse supérieure. Voilà, Michael. Aurais-tu des hallucinations visuelles et auditives? Vous êtes cinglé. N'importe quoi. que me ferait faire Ces hallucinations? Cinglé, on me le dit souvent. Je ne sais pas, moi, du style jeter un bol bouillant sur ton frère, ou mutiler le nez d'un élève. le garçon pensa au mot qu'avait vomi son beau-père. Il parla trop vite. N'importe quoi! Vous dites n'importe quoi! En plus, c'est pas moi! Qui? C'est Rachel! Michael comprit qu'il en avait trop dit. Il se tut. Oumana sourit intérieurement. Il avait gagné. Comme ça, elle s'appelle Rachel. Écoute, Michael, je suis là pour t'aider. Mais pour cela, il faut que tu me donnes un coup de main. Je voudrais m'adresser à Rachel. La première fois, depuis le début de l'entretien, le jeune garçon regarda le médecin dans les yeux. Ses rétines exprimaient des émotions intenses, de la colère, de la peur. Mais vous, Qui va vous aider contre Rachel? Oh, ne t'inquiète pas, ne me fera rien. L'homme fut interrompu car la porte venait de s'ouvrir sur un garçon immense. Avec un sourire enjoué, il demanda « C'est l'heure de jouer, docteur ?» Le psychiatre était furieux, mais il ne montra pas. « Je t'ai déjà dit de ne pas me déranger quand il y a un copain. Non, ce n'est pas l'heure de divertissement. » Le géant parut déçu, puis son visage d'enfant croisa celui de l'adolescent. « Dis, quand tu auras fini avec le docteur, toi et ta copine, vous viendrez jouer ?» Michael pensa qu'il était considéré comme lui, ou tous les autres dans cet asile. Puis sa réflexion revint vers la bibliothèque. Enfin, comme il était apparu, le grand garçon s'évapora. ainsi s'acheva l'entretien. Le lien avec Michael s'était rompu avec interruption importune, mais c'était que partie remise. Mana était sur une affaire, pensa-t-il. Quand il se retrouva seul dans son bureau, il jubila en entourant au feutre rouge le mot à suivre. Et juste au-dessus était inscrit psychose. Dans une tanière enfumée, la bête en nous va s'éveiller. Avec le feu en elle, elle va tout consumer. Des cendres de la destruction vont apparaître de nouvelles fondations. Dans leur quartier, les Leduc n'étaient pas très apprécieux. Le père avait fait de sa famille, aux yeux du voisinage, des snobs. Les seules relations qu'ils s'accordaient se trouvaient dans les activités qu'ils fréquentaient. La compétition de footing. À cet endroit, ils étaient en cercle unis. Jean-Claude en avait décidé ainsi. Des parents et des enfants exemplaires à chaque trophée gagné. Le chef du troupeau se pavanait. Pourtant, c'était quasiment Michael qui en rapportait le plus. Quant au karaoké, Chris devait jouer la star, car il en était une. Mais dans ce divertissement, tous sont des stars, car c'est une guerre à la gloire. La maison qu'ils habitaient était vieille. Le propriétaire, pour on ne sait quelle raison, voulait les expulser. Enfin, si, lui le savait, il ne les aimait pas. Michael était à table. C'était la fin du repas.
Il s'était fait dans un silence de messe. Après cette longue journée d'interrogatoire au service psychiatrique. Malgré le murmure du frigo, la tension était lourde. Le garçon attendait l'attaque. Va prendre ton bain, Chris. Oh, mais papa, j'ai le temps, il y a un bon film à la télé. Riposta le gamin pour éviter, comme s'il s'agissait d'une punition. Ta mère te l'enregistrera, mon grand. Après, t'auras des beignets Il renifla l'air. sans cette bonne odeur de friture. Allez, à la baille. Le môme s'exécuta, suivi de sa mère. Michael les écouta monter les marches. Alors, de quoi t'as parlé avec le psy? Surpris, l'adolescent resta silencieux. Alors, j'écoute. Il se servit une tasse de café, tout en regardant les pâtisseries hurler dans l'huile. Rien de spécial? Murmura Michael. Jean-Claude se retourna à l'écoute de la réponse. Quoi? Oh, rien de spécial. Ton collège nous a imposé ces corvées honteuses à la gueule. Et toi? Tu y vas pour rien de spécial? Justement, on a discuté de ce qui s'est passé à l'école. Et puis, c'est confidentiel. La voix du beau-père monta. Quoi? Confidentiel? La voix du gamin diminua. Ben oui, le secret médical. La graisse faisait de grosses bulles sur le feu. Il y a des choses qui vont changer ici. Ça, tu peux en être sûr. Je vois pas pourquoi. J'ai rien fait. L'homme venait de sortir des gourmandises. Et il en noya d'autres. Il reprit sa tasse. Je parie que t'as dit à ce toubib à dessous que t'es malheureux ici. Il n'y eut aucune réponse. Ou alors, tu veux parler de l'autre? Quel autre? Tu te fous de ma tronche? De ta création de mongole? De ta copine imaginaire? Chris, il m'a dit que tu l'appelais Isabelle. Une éclaboussure d'huile atteignit la gazinière. Isabelle. Merde, je comprends pourquoi ta mère a laissé tomber ton père. Le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Isabelle. Ah, mes yeux bleus. Ah. Moi, je suis pas un gamin. Elle me mettra pas une trempe à moi. Le duc posa son café. Je l'attends. Ton Isabelle. Il se jeta sur Michael. C'est Rachel! Non! Arrête! Arrête! Hurla le garçon. À l'étage, Chris chantonnait dans sa mousse. Sa mère utilisait son fer à cheveux. Elle resta à côté du gamin, car il avait horreur d'être seul. Il stoppa son opérette quand un brouhaha le fit perdre son savon. C'est Rachel! Non! Arrête! Arrête! La dame arrêta son activité. Oh, on dirait que ça chauffe pour Michael, excusez-moi. On dirait que ça chauffe pour Michael, s'amusant Chris. Je vais aller voir, dit la femme en posant son ustensile sur le lavabo. Le marmot se plaignit. Mais laisse tomber, maman. Elle ne l'écouta pas. Elle descendit l'escalier quand une explosion la fit vaciller. Elle culbuta jusqu'en bas des marches. À moitié KO, la mère entendit des hurlements. Ça brûle! Ça brûle! Elle rampa, tant bien que mal, vers la cuisine. Arrivé à sa hauteur, un vent chaud fit s'ouvrir la porte et ce qu'elle vit l'effraya. Son mari s'agitait dans tous les sens. Sa peau avait caramélisé. Elle ne voyait plus que sa tête dans l'explosion. La friteuse l'avait remplacée. Des beignets lui collaient à l'épiderme. On commençait à voir de la chair sous les cloques qui pétaient.
À l'étage, Chris commença à s'agiter. Quand il entendit l'explosion, par réflexe, il se redressa. À cause de son manque de souplesse, il prit appui sur le lavabo. Et le fer à cheveux tomba dans le liquide. Le chanteur pris de spasmes, fit sa dernière chorégraphie, avant de s'effondrer dans l'oubli. Au rez-de-chaussée, le spectacle continuait. Tout feu, tout flamme. À force de gesticuler dans tous les sens, l'homme s'était frotté à l'instrument du cuisinier. Les dévoreuses fêtes de feu avaient commencé leur festin. Il avait fini par s'écrouler. La mère de Michael était toujours au sol quand elle aperçut son fils accroupi dans la pièce du diable. Michael, je t'en supplie, viens m'aider. Le garçon se leva, s'approcher d'elle. Elle le regarda. Je suis désolé. Michael la fixa. Maman. À ce moment, un morceau de plafond s'écroula et fusionna avec le sol. Michael ne vit plus rien de celle qui l'avait abandonné, de celle qui aurait pu empêcher tout ça, de celle qu'il aimerait toujours. À la naissance du jour, il ne restait plus rien de cet endroit malade, de ce foyer au cœur souffreteux. Les pompiers n'eurent pas trop de travail, ni pour le feu, ni pour les corps. Il ne restait plus que des cendres. Michael était assis sur le lit de l'hôpital psychiatrique. Le docteur Romana, en apprenant les faits, avait accouru jusqu'à la demeure en flammes, affirmant aux ambulanciers et aux soldats du feu qu'il était responsable de lui, n'ayant aucune blessure. Il l'avait laissé faire. Le psychiatre l'avait ramené chez lui, dans un hôpital. Le jeune homme lui appartenait maintenant. Malgré le rapport des experts certifiant que l'incendie était de cause accidentelle, Romana en doutait. Il était persuadé que le gamin y était pour quelque chose. Il le ferait cracher le morceau, et après la justice le lui offrirait. Ensuite, il pourrait éplucher sa cervelle un peu plus en profondeur. Que je ne sois dérangé sous aucun prétexte, je vais m'entretenir un moment avec le gamin, ordonna Umano à une infirmière qui s'appelait Mandy. Ok, docteur. Le médecin pénétra dans la pièce qui se referma automatiquement, simple sécurité, pour qu'aucun patient ne puisse fuir la nuit venue. Alors, jeune homme, quelle drôle d'aventure! Michael se demanda ce qu'il pouvait y avoir de drôle. Sans doute qu'on t'a posé la question 1 million de fois ces dernières heures, mais c'est à mon tour. Que s'est-il passé cette nuit? Après un silence, il répondit avec lassitude. Rien de plus que ce que vous avez lu dans les papiers. D'une moue, l'homme montra que la réponse ne lui plaisait pas. Oui, mais dans les documents, il faut savoir lire entre les lignes. Par exemple, quand tu auras l'âge de prendre, tu prendras une assurance pour ta maison. Et, ils te feront plein de belles promesses et un jour tu te fais cambrioler, tu vois. Tu vas aller voir pour un remboursement car tu as tout perdu et voilà. C'est écrit entre les lignes. C'est écrit qu'il te fallait 3 points de fermeture et tu n'en as que 2. Bref, on se perd. Il regarda l'adolescent. Je suis sûr que tu vois où je veux en venir. Michael en avait marre. Il voulait maintenant qu'il était seul, on lui fout la paix. N'importe où. En prison, dans un de ces chambres capitonnées. Et qu'on l'oublie. Où voulez-vous en venir, docteur? Ai-je tué ma famille? Si je vous dis ça, Me laisseriez-vous tranquille? Umano était sur le chemin de la victoire, mais il lui fallait plus de preuves à apporter. Il lui fallait entrer en contact avec Rachel. Oui, je pourrais te laisser, mais il faut d'abord guérir. Et le seul moyen, c'est que tu me laisses lui parler. le gamin le regarda avec horreur. Il savait de qui il parlait. Non, non, pas ça. Je suis coupable. C'est moi. C'est moi qui ai fait tout ça. Fais ça la tête. Faut que ça cesse. Le psychiatre s'approcha de lui, compatissant et tenait le bon bout. Je comprends. Il n'y a qu'un moyen. Comment communiquer avec elle? Rachel, es-tu là? Tant d'années où j'ai tenté de la contrôler.
Elle est plus forte que moi. Une larme voyagea le long de sa joue. Sa tête se posa sur l'épaule de l'homme. Vas-y, petit, laisse-toi aller. La voix de Michael murmura à l'oreille du médecin. Docteur, Oui. Un silence. c'est Rachel. Elle veut que vous la voyiez. Un sourire du mano. Je l'écoute. Non. Elle me dit que vous devez aller vers le miroir. Et elle se montrera. Le docteur se leva. C'était son heure de gloire. Brandy en était à son huitième café. Depuis qu'elle savait qu'elle était un fantasme, sa vie avait changé. Si au début ça l'avait amusée, il y a 6 mois, quand elle avait commencé dans ce poste, 20 ans, belle, avec l'uniforme comme par magie, son pouvoir avait décuplé. L'humour des patients, du personnel, les malabadeuses, elle en avait sa claque. Mademoiselle, vous n'auriez pas vu mon Playmobil demanda un petit bonhomme. Un grand fracas, un cri perçant et un hurlement. L'infirmière se précipita vers la chambre de Michael. Dans son allant, elle entendit. Demandez-leur si elles n'ont pas vu mon Playmobil. La fille ouvrit la porte. Un spectacle horrible s'offrit à elle. Omana gisait au sol dans son hémoglobine. Le corps s'était séparé de son corps. Le corps s'était séparé de son bras, pardon. Michael n'avait pas quitté sa place. 10 ans s'étaient écoulés depuis les événements. Omana était resté dans le coma 3 mois, puis s'était retiré. On n'avait plus entendu parler de lui. 10 ans s'étaient écoulés depuis. Michael était devenu un homme. Il avait fait son temps en hôpital. Quand le psychiatre n'avait pas porté plainte, il avait été soigné, puis considéré comme guéri. 10 ans s'étaient écoulés depuis. L'homme était à la porte de sa liberté. Il monta dans une voiture qu'il avait louée. Il avait appris à conduire à l'institut. Il se regarda dans un miroir du pare-brise. Il sourit. Ça y est, on y est dehors. Que va-t-on faire? 10 ans s'étaient écoulés. Le véhicule démarra sur un reflet. Celui d'une très belle jeune femme, âgée de 23 ans, Qui souriait. Et voilà, c'est la fin de ce petit conte. J'espère qu'il vous a plu. Bon, et excusez-nous pour ces petites erreurs, mais si vous voulez lire le texte en intégrale, je pourrais vous laisser des liens où aller lire le texte. Au moins, vous verrez le texte et vous verrez pas nos erreurs de parole. On a fait de notre mieux, on a mis le ton qu'il fallait, on en perd la voix. Et il y a aussi les bruits arrière comme les mobylettes. En France, on conduit que des mobylettes. Mais bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Alors, Takakuro, j'espère que tu as passé un bon moment avec en compagnie de la poule. Et c'est sûr que qu'il n'est plus que passé un bon moment en ma compagnie. Parce que moi, la star internationale, Bon, allez, tais-toi. Oui, C'est moi qui parle. Donc, pour rejoindre ce qui a été dit, il faut dire que pour le moment, nous n'avons pas de micro assez performant. Donc, il y aura des problèmes peut-être de voix sur la vidéo, sûrement aussi des problèmes de distance, des problèmes... du coup, les intonations peuvent être un peu moins bien faites. Pour l'instant, on fait avec les mots, avec ce qu'on a, les moyens du bord. Voilà. En plus, je ne sais plus parler. Et comme aurait si bien dit Rachel, chut. Non, bon. Alors, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Alors, n'oubliez pas de laisser des pouces. En tout cas, c'est mieux qu'un doigt du milieu et encore pire que le pouce en bas qui voudrait dire la fin et la mort de ce que j'ai écrit, de ce que nous avons écrit, de ce que nous avons parlé. Bon, alors n'oubliez pas, les mots guérissent les mots. Parfois, le glaive est plus fort que... Non, je crois que je me gourre, la plume est plus forte que le glaive. Ça arrive aussi. Parfois, on se plante. Mais si vous avez aimé, n'oubliez pas de dire des j'aime, des je t'aime à moi, ça serait bien, hein, si vous êtes mignonne et... Non, bon, ça c'était... N'oubliez pas de dire des j'aime et de laisser des commentaires. En attendant, on se retrouve pour une prochaine fois pour quelques petites rimes.
Et puis on se retrouvera avec Takakura pour un nouveau conte dans quelques temps. Merci à vous. T'as pas dernier mot à dire? Bah, le dernier mot à dire, bah pareil. Mettez un j'aime. Laissez des commentaires, disez ce que vous pensez. Et puis voilà, bon, et ben à dans 4 milliards d'années. Aïe la poule, lâche mon pied, merde, aïe, 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 aïe. Allez, à la prochaine. Mettez un j'aime